Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence nombreuse aujourd'hui. Bonjour Madame Fariba Adelka. Bienvenue à vous sur le campus de Menton, un campus que vous visitez pour la première fois en cette date anniversaire pour le campus. Il a été fondé en 2005. Le campus fête cette année son 20e anniversaire. Nous espérons que c'est la première visite d'une longue liste que vous nous rendez aujourd'hui. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très très heureux, très honorés de vous avoir parmi nous. S'il y a des étudiantes et des étudiants de deuxième année dans la salle, ils vous connaissaient déjà parce que vous avez été une figure qui a été à nos côtés à Sciences Po, pour la communauté de Sciences Po. Nous sommes toutes et tous mobilisés, associés à votre combat. On pensait souvent à vous. Votre visage était sur votre droite, dans l'amphithéâtre Richard Descoings, tout le temps de votre incarcération en Iran. Donc c'est vraiment une immense fierté pour nous que de vous accueillir. Pour les étudiantes et les étudiants de première année, et puis pour les Mentonnaises et les Mentonnais qui sont ici, peut-être ont-ils commencé à vous connaître à travers les communications qu'on leur a envoyées, la présentation de votre ouvrage, dont vous nous direz deux mots, Prisonnière à Téhéran, qui a été publié au Seuil, que vous pouvez vous procurer en librairie. Ce que je voulais simplement dire, avant de vous laisser bien sûr la parole, Madame Adelka, et ça vous ne le saviez pas, je vous l'ai révélé tout à l'heure, j'ai moi-même une histoire particulière, un petit peu intime avec vous, parce que entre l'été 2018 et le printemps 2021, je travaillais à Sciences Po, auprès de Frédéric Millon. Lorsque cette terrible nouvelle de votre arrestation en Iran, le 5 juin 2019, nous est parvenue jusqu'à Paris, jusqu'à la rue Saint-Guillaume, on a d'abord été sidérés, puis très vite, sous l'action résolue, efficace de M. Bayard et de Mme Hibou, toute la communauté s'est mobilisée, et notamment M. Millon et M. Duhamel, le directeur de Sciences Po et le président de la Fondation nationale des sciences politiques. Alors à mon niveau, aux côtés du directeur, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour vous aider, pour m'associer à votre combat. J'ai retrouvé dans mes emails un message. Alors c'était toujours un travail collectif que j'ai un petit peu contribué à écrire, mais je souhaitais vous le lire aujourd'hui. C'était un message qu'on a eu du mal à écrire parce que nous étions dans l'incertitude. Nous ne savions pas combien de temps ça allait durer. Le Covid aussi est passé par là. Bien entendu, la situation était beaucoup plus difficile pour vous. Mais voilà, c'est un message que nous avons envoyé à toute la communauté de Sciences Po à l'occasion du triste premier anniversaire de votre arrestation, donc le 5 juin 2020. Et je vous propose de vous en faire la lecture tout de suite. Chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, ce 5 juin 2020 marque un très triste anniversaire. Notre collègue, notre amie, Fariba Adelka, chercheuse aux séries de Sciences Po, est emprisonnée, sans motif, en Iran, depuis 1 an. Depuis 1 an, elle lutte avec un courage, une ténacité et une constante dignité qui font notre admiration. Au cours de cette année d'incarcération, son état de santé a été fragilisé, notamment après plusieurs semaines de grève de la faim. Il reste aujourd'hui menacé en raison de l'épidémie de Covid-19 qui continue de sévir en Iran. Pour autant, Fariba Adelka s'investit auprès de ses codétenus au sein de la prison d'Evin avec la générosité qui lui est coutumière. Elle leur donne des cours de français et est devenue responsable de la bibliothèque de la prison. La libération de notre collègue Roland Marchal et son rapatriement le 20 mars dernier, grâce à l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de celle de l'ensemble des autorités publiques françaises et des nombreuses initiatives du comité de soutien à Fariba et Roland, a constitué une première victoire. Toute notre mobilisation est aujourd'hui tournée vers l'espoir de la libération de Fariba. Le jugement du procès de Fariba, rendu le 16 mai dernier, l'a condamné à 6 ans de prison, 5 ans pour collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale et 1 an pour propagande contre le système. Cette peine très lourde n'est fondée sur aucun élément sérieux et revêt un caractère politique, comme l'ont rappelé les autorités françaises dans un communiqué. Pour autant, cette sentence n'est pas encore définitive, puisqu'elle doit être examinée par la Cour d'appel et la Cour suprême. Plus que jamais, nous devons poursuivre nos efforts, soutenir sans relâche
notre collègue et ami, dans sa lutte, et appeler à sa libération immédiate. Fariba Adelka peut compter sur de très nombreux soutiens, parmi lesquels la ville de Paris, la ville de Strasbourg, où elle a étudié, toutes deux résolument engagées à ses côtés depuis le début de son emprisonnement. Madame Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, a souhaité elle aussi apporter son soutien à la cause de Fariba et à celle des nombreux autres prisonniers politiques retenus en Iran. Son message est un appel à sa libération au nom des principes fondamentaux des droits de l'homme. Fariba Adelka sait que nous sommes auprès d'elle, en pensée, et que nous ne cesserons de l'être jusqu'au jour de sa libération. Son combat est le nôtre. Olivier Duhamel, Frédéric Millon. Merci encore pour votre venue parmi nous, madame. Bonjour. C'est vraiment dur. C'est vous qui forcez mon admiration, parce que nous, on était limités, on était condamnés, et puis voilà, on faisait avec ce qui nous se présentait à nous. De voir des gens ici en France, pas seulement parmi mes collègues, mais parmi les étudiants, parce que c'est à votre initiative qu'a eu lieu cette journée. Merci beaucoup d'avoir lu ce communiqué. En fait, de voir que vous étiez préoccupés à la fois par vos familles, par vos études, par les problèmes de la vie, par le Covid, le confinement, etc., de vous voir présent, de défendre la cause de la liberté scientifique. Franchement, je suis très émue. C'est moi qui me lève et qui me plie devant vous. Merci beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à dire. Et des années sont passées. J'aimerais, et je vais revenir, j'aimerais tout simplement me libérer de cette prison, et vous allez voir que ce n'est pas si évident aujourd'hui, pour moi en tout cas. Alors, je vais revenir. Donc, Youssef a fait le travail, présenté ce livre. Merci pour cette invitation, me donner cette occasion, cette opportunité d'être avec vous, encore une fois, parce que je sais que le campus était très mobilisé. Pour moi, sous la direction de Yasmina Touebia, qui était juste prédécesseuse de Youssef. Donc, vraiment merci pour les gens qui peuvent faire parvenir ma voix à des gens qui ont beaucoup fait. Enfin, je sais qu'il y a eu la danse, le recrutement des étudiants, donc je ne vais pas m'attarder, mais un très grand merci. Je reviens sur ce livre, Prisonnière à Téhéran. En fait, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu, au risque de me répéter, mais je vais le dire parce que pour moi c'est important. Pourquoi je l'ai fait? C'est pas un récit de prisonnière politique, parce que je n'ai jamais été prisonnière politique. J'étais une prisonnière scientifique. Je faisais mon travail dans mon coin. Et un beau jour, j'ai compris que mon travail ne plaisait pas aux autorités iraniennes. Et puis voilà, je devais répondre. Et j'ai passé mon temps à répondre. Voilà, c'était pour moi un combat, un autre combat. Parce que la recherche, j'estime que c'est un combat. Pas pour prendre les maquis, mais un combat parce qu'on ne fait pas l'histoire sans combat. On n'écrit pas l'histoire sans combat. Donc j'étais devant les Iraniens pour combattre pour mon métier, de mettre en avant sa nécessité, sa raison d'être, etc. Donc j'étais en pleine explication, je me suis vraiment pas sentie très prisonnière. Donc si j'ai fait ce livre, c'est parce que vous étiez très nombreux à vous mobiliser, à vous soucier de moi, bien sûr, mais c'était accessoire, de la liberté scientifique. Et je pensais que c'était un devoir, mon devoir à moi de parler de cette période où vous vous mobilisiez, moi j'étais à l'intérieur, de parler, de jeter quelques lumières sur ce que moi je vivais au quotidien, comment c'était cette boîte noire un peu énigmatique aux yeux de tout le monde. On n'a pas les mêmes idées de ce lieu. Je pensais que j'avais comme devoir de vous parler de mon point de vue en tant qu'anthropologue, en tant que chercheur, quelqu'un qui a été sur le même banc que vous, et donc qui en a fait de son métier, de son éducation, son métier, enfin, de ses études, son métier. Donc voilà, je restais un peu toujours sur ce même banc.
Donc ça, c'était la première raison. Bien sûr, il y avait le comité qui était très mobilisé, tout le Sciences Po. Il y avait des personnes comme ça, individus qu'on ne connaîtra jamais. C'est Marielle Debeau qui tenait le Twitter, Sandrine Rovet qui ne cessait de s'occuper de sites de Sciences Po. Et un journal, Eurojournaliste, avec un journaliste qui s'était fait un agenda. Tous les 16 du mois, c'était le jour de ma sentence. Tous les 16 du mois, il s'arrangeait pour écrire quelque chose sur les rangs, sur la prison, sur moi. Je pensais qu'il y avait beaucoup de monde qui était touché par ça, et donc j'avais envie de leur parler de ce qui passait à l'intérieur. Donc je l'ai fait un peu de ma façon. J'attendrai un peu vos points de vue, vos questions là-dessus. Je l'ai fait un peu à ma façon. Ça veut dire que ce sont des petits récits. Voilà, c'est encore jeté de lumière. Un tableau qui n'est pas fini, donc un tableau qui est justement, je mets l'accent sur le côté non fini, non défini de ce paysage. Et je l'ai fait, bien sûr, parce que j'ai très vite transformé ma situation de prisonnière en situation de chercheur. C'était ma seule façon de pouvoir résister à l'autoritarisme. Vous savez, c'est un auteur que vous lisez beaucoup, et puis Thompson, qui parlant des situations, en travaillant sur la classe ouvrière, bien sûr, parlant de situations de domination, comment finalement les individus essayent de mettre en avant leur individualité, leur intégrité, leur autonomie, leur indépendance dans ce moment-là. Je pense que c'était ma façon de me battre pour pouvoir mieux résister. Donc c'est un peu le principe de l'arroseur arrosé. Donc j'ai transformé le cadre de mon incarcération en un lieu de travail. Donc mes interrogateurs, mes co-détenus, les agents de garde, toutes ces choses-là. Donc j'essaye à chaque fois j'avais noué des relations avec ces gens-là, et j'essaye de montrer que, voilà, encore une fois, c'est pas un livre fini, donc c'est un aspect de ces choses qui m'intéressaient. Tout ça pour revenir à cette question qui vous tenait à cœur, qui vous a mobilisé pendant toute cette période, et qui continue d'être notre véritable préoccupation, c'est la liberté scientifique. Je pense qu'on ne dira jamais assez, et qu'on pense on n'en finira pas si vite, parce que la première chose, c'est que nous ne sommes absolument pas d'accord entre nous déjà. C'est nouveau. On apprend, mais on l'apprend un peu sur le tard, avec des moments de crise comme ça. On l'apprend aujourd'hui. Voilà, qu'on peut être chercheur, mais pas tout à fait en désaccord sur les formes Enfin, on n'a pas les mêmes besoins non plus en historien, en sociologue, en anthropologue, en chercheurs sur le cinéma, ou des gens qui travaillent sur les archives. On n'a pas du tout les mêmes façons non plus de faire, les mêmes besoins. Donc, évidemment, a priori, on n'est pas d'accord. Mais il faut souder les coudes, il faut rester ensemble, et il faut savoir que ce n'est pas seulement dans les pays, je dirais, non démocratiques que la recherche est en cause. C'est aussi chez nous. Donc, qu'est-ce que c'est cette liberté scientifique sur laquelle je parle ? La liberté scientifique, c'est d'abord celle des sujets que l'on choisit, des interprétations qu'on propose à nos interlocuteurs, des théories, des paradigmes que l'on retient pour essayer de mieux éclairer un peu les faits sociaux. C'est cette liberté qui est aujourd'hui mise en cause. Elle est mise en cause dans ces pays, mais aussi, je dirais, chez nous. Si aujourd'hui on va travailler sur des sujets comme l'islam, le Proche-Orient, etc., c'est pas si évident. L'islamo-gauchisme, c'est une accusation aujourd'hui. On doit se prouver, ça va pas de soi. On a vécu avec ça pendant des années sans se poser de problème. Aujourd'hui, les gilets jaunes aussi, les gens qui faisaient des photos sur les gilets jaunes étaient en garde à vous, etc. Donc, c'est pas seulement ce genre de comportement n'est pas le monopole des pays non démocratiques. Ça nous touche aussi de très près. Deuxièmement, la liberté scientifique, ce n'est pas seulement la liberté scientifique pour les académiques que nous sommes en sciences sociales. Ce n'est pas seulement la liberté en sciences dures, des gens qui font de la recherche dans leur laboratoire, mais aussi la liberté religieuse.
ce sont quand même nos prédécesseurs, c'est le père fondateur de la recherche, des gens qui faisaient la recherche avant nous. Or, on voit bien que les gens qui sont dans les écoles religieuses sont aussi aujourd'hui dérangés, inquiétés par le système non démocratique aussi. Aujourd'hui, c'est peut-être être laïque, c'est très intéressant. Mais être laïciste, c'est autre chose. Ça veut dire, voilà, on a son premier ennemi, la religion. Ils sont beaucoup plus inquiétés quelquefois que les gens en sciences sociales. Ma propre expérience de l'Iran, par exemple, puisque bien sûr ça concerne l'Iran, tu sais ce que j'ai fait. Mon expérience de l'Iran, c'est que dans les prisons de la République islamique, il n'y a pas que des universitaires, des gens comme moi, des binationaux, mais aussi une théologienne, par exemple, aujourd'hui, pour n'en donner qu'un seul exemple, Madame Sedire Basmari, qui est une théologienne tout à fait accordée à la cause de la religion, acceptant tout à fait la question de par exemple, de voile de par sa foi. Mais du jour au lendemain, elle a décidé, alors qu'elle a le rang le plus élevé, ça veut dire une véritable hommage, une source d'imitation. Du jour au lendemain, à la suite de l'intervention d'État ou de la violence exprimée sur les jeunes dans les rues, elle s'est dévoilée devant son propre caméra qu'elle a fait effectivement diffuser sur les réseaux sociaux. Et elle se trouve bien sûr aujourd'hui en prison. Donc elle s'est dévoilée tant que cette violence s'exerce sur les femmes et tant qu'on fait du corps de la femme un lieu un moment d'expression politique ou de monopole de pouvoir. Donc, sachant que la liberté scientifique, c'est aussi la liberté des gens qui veulent pratiquer leur religion, leur foi. C'est cette diversité qu'il faut absolument savoir. Il faut se mobiliser pour défendre. Et ça encore, on n'est pas du tout seulement dans l'Iran. Je ne sais pas, vous avez sans doute passé, certains d'entre vous, pour connaître des gens comme Michel de Certeau. Vous savez que sous sa façon d'être, ses analyses dérangeaient le dogme, mais qu'il était aussi quelqu'un qui était très malmené par l'Église. Donc, c'est pas seulement, encore une fois, c'est pas réservé à l'islam, c'est pas réservé au monde non démocratique, c'est aussi l'histoire de l'Occident qu'il a pu. Évidemment, il est à une autre étape, c'est pas du tout comparable comme situation, mais ceci nous dit qu'on n'est pas condamné de rester en même situation. Donc, notre combat est absolument nécessaire pour changer une situation dans laquelle on se trouve. Et puis, on peut se poser aussi la question, nous, en tant que laïcs, est-ce qu'on est si tolérants par rapport aux autres? Je ne sais pas. Là, je vais revenir sur mon propre histoire à la fin. Et mon troisième point, c'est que la liberté scientifique doit nous conduire à nous interroger sur nos formes d'expression et nos formes de pensée. Moi, quand je suis arrivée à Sciences Po, je crois que Youssef a parlé tout à l'heure et vraiment ça m'émeut, ça me met presque, comment on dit, chez nous on dit larmes aux yeux, mais ici on dit la gorge serrée. Quand je suis arrivée devant ce théâtre de Boutmi, qui vraiment l'amphithéâtre de rêve pour une métèque comme moi qui était de retour à Paris. Donc c'était immense, c'était magnifique. Donc je ne pouvais pas parler, mais j'ai décidé de dire une chose avec un chant, deux choses plutôt avec un chant. D'abord ma solidarité avec tous les gens qui étaient mobilisés et qui étaient derrière moi, derrière les barreaux, parce qu'on chantait. Vous savez, on peut enfermer des gens dans la prison, mais on ne peut pas enfermer leur voix. La voix, c'est comme l'eau, ça traverse les murs. C'est comme le silence d'ailleurs. Ça traverse le mur. Et voilà, c'était une façon d'exprimer ma solidarité avec les gens que j'avais laissés, notamment avec nos compatriotes. Ils étaient 3, maintenant encore 2. Jacques Paris, Olivier Kohler. Et donc voilà, exprimer ma solidarité avec eux. Donc j'ai chanté. Et j'ai chanté aussi pour dire qu'on cesse de confisquer le corps de la femme, être au féminin, les femmes pour des visions politiques.
Parce que comme vous savez, la voix est interdite en Iran. La voix des femmes est interdite sur scène. Mais on n'a jamais autant chanté. C'est ça qui est bien. C'est que finalement, un malheur est toujours une opportunité qui permet aux gens de transgresser bien des tabous. Je crois qu'on n'a jamais autant chanté en Iran. Mais en attendant, il y a une loi. Les femmes sur scène ne sont pas des femmes autorisées. La voix des femmes ne passe pas dans la radio et télévision. Dieu merci, il y a les réseaux sociaux, vous pourriez me dire. Parce qu'on peut se passer de la scène officielle qui de plus en plus est marginalisée. N'empêche, on ne peut pas supporter l'interdit qui concerne cette discrimination. On agit face à cette discrimination. Donc aujourd'hui, cette limite posée à la situation des femmes, à la voix des femmes, m'a poussé encore plus. C'était ma façon de répondre, résister à cette loi infâme discriminante de l'État. Donc voilà, il faudrait peut-être aussi quelquefois changer, transformer un peu nos modes d'expression, d'interaction avec notre public. Bon, essayons parce que c'est un peu mon combat aujourd'hui. Mon combat, et c'est pas très facile, comme j'ai commencé par dire que j'aimerais aussi me libérer, ce qui n'est pas évident. Me libérer parce qu'en fait, vous le savez, j'étais arrêtée pour avoir exercé mon métier, tout simplement, pour écrire. 4 ans et demi, j'ai passé 4 ans et demi pour dire qu'est-ce que c'est l'écrit, qu'est-ce que c'est la recherche, c'est exactement. Je mettais sur comparaison l'Occident, l'Orient, tout ce qu'on faisait en Iran également. Or, quand je suis arrivée ici, j'aurais pu penser que c'est fini mon calvaire, que j'allais enfin, j'étais parmi les miens. Or, ce n'est pas fini. Si vous voulez, aujourd'hui, je suis un peu devant les gens qui me reprochent d'écrire ce que j'écris et ma façon de le faire comme je l'ai fait dans ce livre, ce qui n'est pas très évident pour moi. Ça veut dire d'une certaine façon, pour le régime iranien, la raison d'État prime sur tout le reste. Donc je devais absolument, je ne devais pas écrire ce que j'écrivais. Pour l'opposition iranienne, pour la même raison, dit différemment, le but ou l'objectif, c'est le renversement de l'État. Donc on ne peut pas écrire ce que j'écris sur la prison. Sur la prison, il faut parler de la torture. Vous savez, dans la prison, on n'est pas seulement dans la torture. La vraie torture, c'est vous priver de votre liberté. 4 ans et demi, je crois que ça suffit, j'ai déjà payé. La vraie torture, c'est vous priver de vos liens affectifs. J'ai payé. La vraie torture, c'est vous priver de votre métier. 4 ans et demi, loin de Sciences Po et mes collègues. Vous savez, des gens qui n'ont pas véritablement, ne sont pas installés en famille, leurs collègues font partie de leur famille. Donc c'est un peu les liens que nous entretenons. Vous les avez vus ici qui se sont mobilisés pour moi. Or, ce qu'on me reproche, c'est que ça ne suffit pas. Il faut parler de la torture. En prison, une prisonnière, elle est un individu dépendant à 3 niveaux, à 3 dimensions. Le premier, c'est la justice. Une fois qu'ils ont décrété votre sentence, ils disparaissent. On ne les voit pratiquement plus jamais. Si ce n'est pour exprimer un appel ou demander des faveurs, etc. On ne les voit plus jamais. On rentre en prison, on est entre prisonniers. Ensuite, vous avez les gardes. Ils sont pour nous rendre service, nous amener aux cliniques, voir nos familles, aller nous transférer la nourriture, etc. À la rigueur, c'est nous qui sommes plus forts que les gardes. Ensuite, cette dépendance que nous avons à l'égard de notre famille, parce que du jour au lendemain, on n'a rien sans notre famille. On n'a rien sans les gens qui vous appellent. On n'a rien sans lien qu'on réinvente quelquefois, parce qu'on en a besoin de la famille. On est seul, on est un peu trop seul. Donc cette dépendance à 3 niveaux fait de vous quelqu'un de très fragile, qui n'existe pas. Attendez, c'est des crises entières, c'est au quotidien. Donc moi, j'ai voulu parler de cet intérieur, de ce moment
qui fait de nous, soi-disant, sur le même toit, condamnés par la même cause, mais en fait, on n'a pas la même vie. On est entre 19 ans et 80 ans. C'était l'âge minimum moyen des prisonniers. 19 et 80 ans, j'étais toujours parmi les plus âgés, évidemment. Après, on est des classes sociales différentes. Et voilà, on n'a pas les mêmes ressources économiques qu'on peut mobiliser. Des gens peuvent mobiliser pour manger la crevette, parce qu'on commande, finalement, il y a un supermarché, enfin, petit. Mais enfin, bon, un endroit, je l'appelais hypermarket, mais en attendant, on peut commander des choses. Et d'autres qui attendent que le repas de prison. Forcément, vous pouvez vous imaginer que ça produit énormément de tensions entre prisonniers, évidemment. Après, on n'a pas du tout le même regard, le bagage intellectuel ou politique. Ça aussi, c'est un moment de conflit, de tension, de rivalité, etc. D'une certaine façon, on est dans un huis clos, comme pourrait parler Sartre. On est condamnés, on est ensemble. Et c'est pas parce qu'on est condamné politiquement qu'il y a une solidarité entre les gens. Et la solidarité, oui, bien sûr, existe, mais plus que la solidarité, c'est un temps de rivalité, évidemment de discrimination, de compétition. Voilà, c'est un moment que j'ai voulu essayer, enfin c'est encore une fois, c'est un début de ça pour pouvoir le faire, pour pouvoir continuer en fait. Donc, je tenais avec ce travail de revenir sur ce qui est la... Non, je vais faire le cours comme ça, je vais attendre la première réaction vos premières réactions. Vous me regardez, alors je ne sais pas ce que vous avez en votre tête. J'ai voulu dire que, maintenant vous pouvez dire pourquoi la liberté scientifique est importante dans ce que j'ai vécu. Elle est importante parce que, dans un premier temps, la liberté scientifique, ça veut dire le respect du pluralisme. Il n'y a pas de respect du pluralisme sans cette liberté d'expression. C'était la mienne, moi je l'ai exprimée. Je n'interdis personne de parler, mais on m'interdit de le dire comme je le fais. La deuxième raison de la liberté scientifique, on ne fait pas d'histoire sans la liberté scientifique. Ça veut dire qu'on n'écrit pas l'histoire. C'est un champ de combat, évidemment. C'est un champ de bataille, absolument. Mais il n'y a pas d'histoire sans ce combat. Donc il faut tenir parce qu'on n'écrira jamais l'histoire sans la recherche. Et enfin, c'est le fondement même de la liberté. Figurez-vous qu'à la sortie de votre école, à la sortie de votre parcours, vous voulez choisir ce métier. Si la recherche n'est pas libre, vous allez vous demander pourquoi le choisir, non? Donc nous avons quand même comme obligation aujourd'hui de nous mobiliser pour cette liberté et nous battre. C'est un champ de bataille. Notre combat, c'est pas prendre le maquis, mais c'est dans notre métier à nous tous. Voilà, faisons pour que ça soit respecté, ce métier et la recherche. Merci encore pour votre patience, mais j'attends votre question et je vais repartir ensuite sur une deuxième partie. Merci beaucoup. Nous avons oublié de le mentionner au début de la conférence, mais nous en avons parlé avec Fariba Adelka, et il est tout à fait possible pour vous de poser des questions en anglais. Et Fariba y répondra, donc n'hésitez pas si ça devait être le cas. Je suis venue vraiment pour vous entendre, alors ne me privez pas de ça parce que j'avais vraiment envie de vous retrouver. Déjà, un grand merci d'être là, c'est un véritable honneur. Et je me demandais, après des années de travail sur l'Iran, est-ce que vous savez ce qui a conduit à cette arrestation soudaine? Est-ce qu'il y a un écrit précis, vous pensez, qui a conduit à cette arrestation, donc au-delà de la liberté scientifique en général? Attendez, vous répétez juste la fin de votre phrase. Oui. Est-ce que vous savez, selon vous, ce qui a conduit à cette arrestation un peu soudaine, après des années de travail sur l'Iran,
au-delà de votre métier en général. Voilà. Merci beaucoup. Oui, oui, non, merci. Merci à vous. Écoutez, vous savez, je crois que dans le totalitarisme, comme ça, c'est l'arbitraire. Donc, je n'ai pas compris ce que je dis très souvent, malheureusement, mais je n'ai pas compris la raison ni de mon arrestation, ni de la grâce qui est tombée, si ce n'est que si il faut le dire administrativement. Dans les interrogatoires, non, à aucun moment, ce qui mettait en avant était loin des accusations. Par exemple, dans un premier temps, j'ai été accusée d'espionnage. Dans un second temps, c'était collusion et atteinte à l'intégrité de l'État. Vraiment, les questions, par exemple, sur le voile, qui me posent énormément de problèmes avec la communauté iranienne, les questions sur les fondations de Warf, que finalement, on parlait de ça comme une forme d'invention du capitalisme, etc. Je ne vois vraiment pas en quoi c'est... Et aussi, pour vous dire que les gens que j'avais devant moi, ils avaient un carnet de charges, un cahier de charges, si vous voulez. Ils avaient des questions, ils étaient beaucoup plus intéressés de dialoguer que de vous accuser. Donc les questions venaient, et après c'était les dialogues. On l'a souvent dit avec Roland, qu'on avait cette impression véritablement d'être formateur. Lors de mon incarcération, je m'interrogeais aussi à des interrogatoires qu'ils avaient des autres. Une jeune est arrivée à peu près à 19 ans. Elle avait juste son grand défaut, c'était avoir un site avec 70 000 followers. Donc c'est super, non? C'est magnifique pour quelqu'un de 19 ans qui gagnait sa vie formidablement bien, comme 4 ingénieurs réunis. Elle avait un don, quelque chose comme ça. Donc, et puis tout était sur son site. À mon avis, les gars des interrogateurs étaient beaucoup plus intéressés à savoir comment on fait un site, comment à 19 ans on est capable de se faire une vie économique si enrichissante, en plus un nom, parce qu'elle était devenue très connue. Enfin, malheureusement, je n'ai pas droit tellement de parler d'identité des gens. Donc, effectivement, on avait cette impression beaucoup plus des gens qui voulaient se former sur les choses qui se passaient dans notre métier, donc les gens d'ONG, d'environnement, pareil. Donc non, ne me demandez pas comment dans l'autoritarisme, on pourrait un jour penser évidemment des cadres rigides, de dire, voilà, on fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on ne comprendra pas. Et ce que vous avez très bien dit, c'est 30 ans de recherche derrière moi, en fait. Alors pourquoi pas, surtout les livres qu'il interrogeait, c'était quelquefois écrit il y a trentaine d'années. Pourquoi ça? Non, c'était franchement pas de rationalité au fond de ce qu'il me demandait. Non. Merci de votre présence déjà. Et ça, ma question rejoint un peu la précédente. Elle est un peu complémentaire. Là, dans votre réponse, vous parlez justement du côté un peu totalitarisme où c'est un peu un arbitraire, comme vous avez dit, où on ne sait pas pourquoi, comment, pourquoi soudainement. Et est-ce que vous avez l'impression, parce que moi je me suis un peu intéressé aussi à vos travaux, aussi à d'autres chercheurs qui travaillent sur l'Iran, et on voit que depuis 1979, il y a quand même beaucoup de chercheurs européens, iraniens qui ont travaillé sur l'Iran sans avoir été forcément interrompus, et vous êtes aussi l'exemple. Est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution vers un totalitarisme qui aujourd'hui est très prononcé, mais qui a peut-être 30 ans était moins présent sur les questions de recherche, ou bien c'est vraiment totalement arbitraire et ça arrivait déjà à l'époque? Oui, alors c'est vraiment mon sentiment que je dirais pour bien des gens, on va vers une radicalisation. Pour moi, c'est vraiment l'arbitraire parce que, comme vous l'avez d'ailleurs très bien dit, le nombre des gens qui ont eu des problèmes à cause de l'arrestation, c'était toujours très court. Hein, c'est 4-5 personnes. Et encore, ce qui est étonnant, c'est beaucoup plus francophone et que d'autres pays. C'est étonnant, c'est des choses qu'on pourrait s'interroger aujourd'hui pour savoir pourquoi ça n'arrive pas aux autres, de la même façon aux autres pays. Parce que nous, en France, désormais, on a un problème avec la recherche sur l'Iran. Et là, pour moi, la liberté scientifique, justement, on ne peut pas condamner un pays, un terrain, une nation, un peuple, pas du tout. Si on commence comme ça, quand est-ce qu'on s'arrêtera? Là, ça ne sera pas possible. Donc, il faut vraiment se battre pour qu'il n'y ait pas cette discrimination soudaine qui s'exerce de la part des universitaires envers
que certains se sentent un peu plus lésés en Iran à cause de relations avec la France. Mais donc, non, je ne dirais pas que c'est un moment de radicalisation, véritablement pas, parce qu'encore une fois, parce que ça devait concerner beaucoup du monde et que ce n'est pas le cas, beaucoup de monde et que ce n'est pas le cas. Et l'arbitraire, voilà, voilà. Essayons de continuer ces échanges, parce que plus on est dans l'échange, bon, c'est ce que j'ai dit récemment, c'est encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas très bien supportées. Les Iraniens, quand ils se sentent un peu coincés entre deux ports, réagissent toujours plus mal. Pour moi, ce qui est important, c'est mon métier, ce sont les universitaires, les étudiants, les chercheurs, etc. Donc, en les mettant plus dans cette situation un peu intenable, on n'obtient pas ce qu'on veut. On n'obtient pas justement le gain de cause dans ces échanges, interactions avec les gens. Donc voilà, c'est beau. Je crois qu'il y avait une personne avant moi. Oui, pardon. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre venue. C'est véritablement un honneur. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté a eu lieu pendant votre emprisonnement. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez vu une différence dans la façon dont vous ou les autres prisonnières étaient traitées après le début du mouvement, ou si vous n'avez pas vu de changement remarquable? Oui, en fait, on apprend l'existence du mouvement. Merci beaucoup. C'était la deuxième partie, donc ça va, ça me permet de repartir là-dessus. Et quand on apprend le mouvement, on est en prison, et donc la mort d'abord de Mahsa, tragique de Mahsa, à cause de son voile, et donc le mouvement qui démarre. Alors là, on est en prison, on est entre deux sources d'information très problématiques, les deux. L'un censure, l'autre, on ne sait pas à qui appartient. Donc, le brouhaha du téléphone, plus des rencontres avec la famille. Donc, on a énormément de messages. Mais n'empêche, pour nous, c'était une solidarité envers ce mouvement à l'intérieur. Donc, par des chants, c'est comme ça que ça s'exprime, de la solidarité. On chante. On ne peut pas faire grand-chose. Mais comme c'est reporté ensuite à l'extérieur, c'est ça qui compte pour nous. La prisonnière en Iran, il essaye justement de faire tout ce qui est possible pour qu'on parle, pour qu'on sache qu'il existe, pour qu'on parle d'eux et pour qu'on puisse poser d'une certaine façon sur la mobilisation. C'est ça qui compte in fine. Donc, est-ce qu'il a posé? Oui, absolument. Je me suis rendu compte lors de ma sortie, parce que j'étais pendant 6 mois en Iran avant de quitter, 6-7 mois avant de quitter l'Iran. Donc on portait déjà plus dans bien des quartiers le voile, et qu'on n'avait pas une mobilisation des gardes pour nous retenir. Et j'ai même voyagé entre Téhéran et une ville très religieuse, pour vous dire, cette expérience peut-être elle vous intéresserait. Ça reste une expérience, donc ça ses limites, mais en même temps, puisque c'est une expérience qui a existé, ça a son intérêt. Donc, je me permets de le dire. Donc, je prends un beau jour, à peu près à 10 heures du soir. C'est sur un grand carrefour à l'extérieur de la ville. On prend le bus pour aller à Mashhad. Mashhad, c'est une ville religieuse, voilà, très conservatrice. Et voilà. Et donc, je pars comme je suis, avec un t-shirt, manche longue, bien sûr. Parce que je suis maigrichonnette, donc peut-être c'est ça. Et puis, je n'ai pas les formes de féminité, malheureusement, mais bon, je suis quand même une femme, on sait que je suis une femme. Et donc, avec un jean, avec un t-shirt, et puis voilà, je prends le bus avec mon sac et je pars à 1000 km de moi, entre Téhéran. Je me suis dit, peut-être le bus, enfin, toute ma famille avait dit, les bus ne te prendront de toute façon pas, n'espère pas. J'ai dit, on va voir. Donc, je suis montée dans le bus, tout le contraire, avec grand sourire de conducteur. Donc, il a trouvé que il y avait un certain intérêt pour lui. Et je m'assois le soir à côté de lui, parce que le soir je m'ennuie, je ne veux pas dormir, et il est seul, et c'est comme ça que c'était mon terrain de recherche auparavant. Donc je me mets à côté de lui pour parler normalement de l'ésotérisme. C'est une catégorie de questions auxquelles je m'intéresse, et les chauffeurs de bus m'aident beaucoup. Et donc, 2 postes de contrôle de police, pour des questions juste de papier, et les Afghans, etc. Il monte, il me voit bien à côté de
ce conducteur bien épais avec les coups. Personne ne me dit quoi que ce soit. J'arrive à Mashhad, dans ce grand terminal de Mashhad, où il y a énormément de bus et des rencontres, et on sait que c'est le lieu par excellence de contrôle. Il ne se passe absolument rien. Je prends cette fois-ci encore des bus pour arriver chez ma cousine. C'est quand je sonne chez ma cousine que mon problème commence. Ça veut dire, ma cousine, la première chose qu'elle a vue, c'était une tête d'une femme sans rien sur sa tête, et sa cousine. Et la première chose qu'elle me dit, Hajara est à la maison. Hajara, c'est le mari. Hajara est à la maison. Je lui dis, oh, moi j'ai supporté Hajara depuis 40 ans. L'espérance de vie d'une femme, c'est quinzaine d'années de plus chez moi. À cette époque, j'avais 65 ans. Ah, Hajara n'a qu'à supporter 15 ans. Donc voilà, je suis ce que je suis. Si tu veux que je rentre, je ne peux pas faire autrement. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, on a l'impression, un train qui peut cacher un autre, qui peut en cacher un autre. On a l'impression que tous les problèmes des femmes viennent du milieu politique. Or, mon anthropologie, cette petite séance peut-être vous dit beaucoup plus, montre la complexité de cette situation. C'est le Hajara à l'intérieur, c'est une histoire de famille. Bien sûr qu'il y a une histoire de politique, de pouvoir. Bien sûr, je ne vais pas du tout le mettre en cause, mais là, on le connaît. Allons voir pourquoi il tient. Allons voir qui le soutient. Allons voir comment ça peut marcher depuis 45 ans sans rien. On n'est pas moins que les Tunisiens, les autres pays qui se sont mobilisés. Je veux dire que, voilà, la question de l'anthropologue, c'est ça. C'est allons voir qui fait que ça peut tenir plus longtemps. Voilà, c'était... Avec cette petite expérience anthropologique, c'est ce que je voulais dire. Donc, je reviens sur ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui m'intéresse quand même beaucoup, un mouvement sans leader, un mouvement très important, mais attention, il est important, mais il n'a pas d'histoire. Les joueurs du mouvement Femmes, Vie, Liberté, ce sont ce que j'appelle les solo riders. C'est d'abord, moi, regardez-moi comment je peux faire les choses bien. Parfait. Je crois que j'ai énormément d'admiration. Ça ne met rien en cause de la justice de ce qu'elles font. Absolument pas. Mais elles sont leurs propres référents. Aucun lien avec l'histoire. Par exemple, l'histoire de 1 million de signataires, c'est aussi l'histoire des femmes iraniennes qui se sont battues contre le pouvoir, contre les discriminations, avec des projets bien clairs. Mais attendez, je parle de discrimination. On n'est pas dans le vide, on n'est pas dans le fantasmatique. C'est pas du cinéma que je parle. Je parle de la vérité. Se battre sur le plan de la discrimination dans la société iranienne. C'est un mouvement fort. C'était un mouvement fort. Covid l'a un peu réduit et je crois le départ de beaucoup de chercheurs, etc. Mais en attendant, ce mouvement Femmes, Vie, Liberté n'établit pas de lien avec des mouvements, avec l'histoire. Et c'est un peu des femmes seules qui se mettent en scène. Encore une fois, ça ne met rien en cause de leur justice, de leur justesse, de leur légitimité. Et je ne mets rien encore de leur courage. Mais en attendant, il fait beaucoup plus que ce qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez des moments assez forts de ce mouvement par quartier, ça dépend où vous êtes. Bien des quartiers sur lesquels, dès que le mouvement s'est enfermé dans certains quartiers, il y a bien des femmes qui ne se sont pas voulu aller partager, contribuer à ce mouvement. C'était le quartier d'Ekbatan. Donc les gens du Sud ne vont pas dans le quartier d'Ekbatan. Les raisons, je ne vais pas m'attarder. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, pourquoi ce mouvement n'a pas pu continuer? Parce que les gardes devant, les gardiens de la République, de la Révolution n'étaient pas comme ça inactifs et passifs devant ce mouvement. Dès qu'ils ont vu que ce qui fait problème, ce qui pose problème, c'est le voile, évidemment, voilà, c'est mon cas. On a laissé le voile. Donc, du coup, les gens qui avaient le problème réglé, on pourrait se balader sans le voile, ben voilà, ils ont laissé tomber le mouvement. Donc, il y avait des politiques, si vous voulez. Le passage politique de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté est très critique et très problématique. Alors qu'en face d'eux, ce sont des gens qui ont fait pendant 10 ans la guerre, 8 ans. 8 ans la guerre, 45 ans de la République islamique, ils ont une politique. Mais le mouvement Femmes, Vie, Liberté, c'est des tactiques disséminées, sans véritablement leadership, sans mettre tout ça ensemble et sans nouer avec l'histoire. Si je peux résumer un peu comme ça pour aller vite, mais voilà, c'est beaucoup de choses à dire, mais bon,
C'est pour pouvoir aussi laisser la question aux autres, mais je suis à vous de toute façon aussi. C'est bon? Ah oui, merci. Elle m'a montré ça. Elle m'a liké, comme on dit maintenant dans le jargon. Bonjour, je suis là. Ah. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être là aujourd'hui. C'est une chance pour nous de vous écouter et j'espère qu'un jour, on aura votre courage et dans nos convictions, dans notre métier, dans l'exercice de nos rêves. Moi, j'aimerais vous poser une question parce qu'après 5 années de guerre, ça doit être compliqué de se relever, de puiser la force pour continuer à se battre, continuer à exercer son métier, reprendre une vie normale. Et j'aimerais savoir où vous puisez cette force, d'où vient le courage de relever, de témoigner, d'écrire, de continuer à vous battre en fait. Et j'aimerais savoir d'où vous vient ce courage et cette force. Vous allez vraiment me faire pleurer finalement. Non, moi je suis une personne très moyenne. Je n'emploie pas de force. Même quand j'étais en prison, finalement, j'ai vécu ça au quotidien en disant... Vous savez, j'avais Camus devant moi qui disait que la vie est une constante jugement depuis que vous êtes né jusqu'à la mort. Le fait qu'elle est ce qu'elle est, il faut vivre. Donc, j'avais des références comme ça pour moi. Il fallait juste survivre avec ce que j'avais. Donc, je ne me bats pas véritablement. Je transforme la situation en une situation qui pourrait répondre à mes demandes, encore une fois, dans ses limites. Mais la force, je l'ai aujourd'hui. Peut-être que je n'avais pas de combat. Je l'ai aujourd'hui pour la cause de liberté scientifique, comme je vous ai vu si nombreux et mobilisés aujourd'hui. Parce que je tiens beaucoup à ce métier. Je tiens beaucoup à ce lieu, à des personnes comme Youssef qui nous permettent d'être là ensemble. Je tiens, parce que c'est dans ces interactions, dans ces échanges. Et c'est notre métier. Moi, j'ai passé toute ma vie à travailler. Franchement, je suis vers la fin. Donc, en fait, je voudrais finir ce travail dans ce combat de chercheur que j'étais. Tout à fait moyen. Hein. Je suis moins vers le bas, plutôt moyen vers le bas. Une personne encore une fois, très, très moyenne. Donc, vraiment, pas l'usage je me force pour rien. Je ne savais pas le faire déjà dans le passé. Je ne suis pas très courageuse, par exemple, pour prendre parti dans le mouvement politique dans lequel les femmes, elles sont, et qui me reprochent de faire ce que je fais. Vous savez, peut-être pour moi, la difficulté, c'est ça. Quand on vous reproche de faire, c'est ce qu'eux, ils peuvent avoir cette force d'aller à l'encontre de bien des choses pour exprimer ce qu'ils ont envie de mettre en avant. Renversement de la République islamique, indépendamment de ce qui l'entoure, indépendamment de ce qui est les conséquences d'une situation de trouble, une situation, on pourrait dire, de crise. D'accord ? Ça, c'est beaucoup de force. Moi, non. Moi, je n'ai pas ça, justement. Moi, je me recroqueville dans cette position de chercheur qui va partager, contribuer à cette histoire de ce mouvement, de cette République sur 45 ans. Par petites gouttes, encore une fois, c'est une goutte, on peut absolument la mettre en cause, on peut discuter, dialoguer, mais parce que c'est de la recherche, justement, ça nécessite, ça demande ce combat, ou ce dialogue, c'est critique. De toute façon, c'est le propre de la recherche. On n'écrit pas des versets coraniques, ce qu'on écrit, c'est des images, c'est des paysages, pour éclairer une situation donnée et pour débattre. C'est ça, on crée des étapes pour monter. Quand on jette, on monte déjà. C'est déjà des étapes. Même quand on dit que c'est pas bon, c'est justement, l'étape est faite. Parce qu'on est nombreux, on est différents pour réfléchir à une situation. Donc non, franchement, ne faites pas de moi une révolutionnaire, je ne le suis pas. Je suis très loin d'être aussi des personnes fortes. Je suis très touchée, très émue véritablement par la façon dont vous voyez. Mais ce qui me tient, c'est que mon métier, c'est toute ma vie. Mes meilleurs temps de ma vie est passé dans ce métier. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle l'anthropologie du voyage. J'ai beaucoup voyagé. J'ai même pratiquement créé ma discipline qui est l'anthropologie du voyage. Donc j'ai adoré collecte des documents. Je n'étais pas très active dans la production de la recherche, mais je sais aussi que c'est aussi ça
présenter quelque chose qui n'existe pas, donc forcément c'est le prix aussi à payer. En tout cas, merci pour la vision que vous avez de moi. Je ne le mérite pas, mais j'espère que je pourrai faire contribuer à côté de vous, tous, pour sauver la liberté scientifique, en fait, qui est indispensable pour notre métier. Merci. Bonjour. Oui, Où bonjour. vous êtes? Merci beaucoup d'être venu et d'être avec nous et de répondre à nos questions. Ma question porterait sur votre binationalité. Donc, comme vous le savez, la plupart des gens qui souhaitent s'exprimer de manière libre dans des régimes autoritaires, normalement, ils cherchent à acquérir une deuxième nationalité afin de pouvoir être protégés par la loi de leur deuxième nationalité. Donc, est-ce que vous pensez que votre binationalité vous a aidé ou pas? Non. Merci. Merci bien. Non, vraiment, toutes vos questions sont très, très importantes. Sont aussi des questions qu'on pose et merci de les affirmer comme ça. Écoutez, moi, évidemment, je pense qu'il y a eu énormément de négociations. Personne n'est dupe là-dessus. Mais dès que j'ai entendu la question de binationalité, j'ai demandé à ce qu'on me retire, à ce qu'on me considère comme une Iranienne. Ça veut dire, je n'avais pas demandé ma double nationalité pour des faveurs qu'il allait me procurer un jour lors d'une arrestation. Je l'avais demandé, et c'était très gênant pour l'agent qui m'avait posé la question, pourquoi vous voulez, au bout de 30 ans, pourquoi vous voulez devenir française? J'ai dit pour pouvoir voyager. C'était mon métier, et à chaque fois quand je voulais voyager, il y avait un problème. Et il m'a félicité, il a dit, c'est une très bonne raison pour pouvoir faire votre travail. C'est en fait pour pouvoir faire mon métier. Mais je ne vous cache absolument rien que quand je dis maison, je pense à Paris. Quand je dis je vais aller chez moi, chez ma maison, ma mère était toujours très vexée d'entendre ma maison. Mais j'ai 18 ans de vie en Iran, plus de 45-47 ans de vie en France. C'est ce qui m'a été donné, donc gratuitement, sans faire des efforts, c'est ma famille. C'est ce qui a été construit par mes propres efforts, c'est moi. Donc, je tiens particulièrement à cette identité que j'ai, ma double identité. Je suis toujours très contente quand je suis en Iran, ne pas être qu'iranienne. Mais l'inverse est aussi vrai. Je suis très contente quand je suis en France, ne pas être qu'o-français. Je pensais que c'était une ouverture, ça donnait beaucoup plus. C'est vrai, il y a des gens qui disent on est déstabilisé ou tout le reste. On peut avoir plusieurs discours là-dessus. Mais moi, je dirais, comme M. Sarkozy, que la France m'a tout donné. D'abord, m'a donné cette excellente une opportunité d'être avec vous, d'être sur le même banc que vous, travailler comme vous, tous ces moyens, et puis mon travail, qui compte évidemment beaucoup. Donc, j'ai d'abord dit je suis iranienne. Donc, je ne voulais rien entendre de la deuxième. Ça veut dire rien entendre d'être échangé. Encore moins échanger contre les gens qui avaient commis des crimes ici. Je ne voulais absolument rien savoir de ça. Donc, de toute façon, si ça se posait, je ne sais pas si ça pouvait ou pas, j'allais m'opposer. Quand j'ai vu Roland parti, au bout de 9 mois, échanger, moi, j'étais tranquille. J'ai fait je suis allée pour le jour du jugement au tribunal, au bout de 11 mois, en fait. J'étais absolument très sereine, aucun problème. Je voulais être comme les autres qui étaient jugés. Je voulais être comme une Iranienne qui était jugée. Pas du tout autre chose. Mais ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Sans doute, il y a eu un moment de négociation quand Nazanin Zaghari, l'Irano-Britannique, qui est partie en Angleterre, enfin, avant son départ, on lui a donné le bracelet électronique. On l'avait donné auparavant à personne. Elle était la première. Enfin, chez les politiques, j'entends. Hein. Chez les financiers, les délinquants économiques, on donne souvent les bracelets électroniques. Mais pour les politiques, on n'avait pas encore fourni ça. Quand elle l'a eu, c'est très rapidement après elle, c'est moi qui ai eu. Donc personne ne peut être dupe que moi, j'ai eu certaines faveurs pour aller, et pour vous dire sincèrement, c'était les pires moments de ma vie, pendant 16 mois avec le bracelet électronique dans mon coin, dans mon appartement, avec des limites de trajet, avec quelqu'un qui passait au quotidien pour les signatures, avec tout le... Avoir accès à vous, mais sans pouvoir vous rejoindre, et sans savoir jusqu'à quand, C'était le pire moment de ma vie. La solitude était encore au comble, alors que je préférais retourner en prison avec tous les conflits. Vous savez, les conflits sont un moment
d'alignement et de réalignement. C'est magnifique, les conflits. Il ne faut pas le prendre toujours très mal. C'est un moment plein d'énergie qui produit d'énergie. Donc, évidemment, vous avez raison, sans doute. Mais pour ma libération, pas du tout. La grâce a concerné. Quand la grâce est tombée, ça rejoint encore la question sur le mouvement Femmes et Liberté. Pour la première fois, plus de 60% des femmes ont reçu la grâce de guide de la Révolution. On était 60%, 37% ont été libérées, enfin, ont reçu la grâce. Alors qu'auparavant, à chaque fois qu'il y avait la question des grâces, parce qu'il y a beaucoup de grâces à cause de la fête de Nowruz, le Nouvel An iranien, ou alors la fête de la Révolution, ou l'anniversaire de Imam Ali ou Mohammed, le prophète Mohammed, etc. Il y avait toujours le moment des grâces, mais les politiques n'en profitaient pas. Il y avait des gens qui rentraient pour grossir les chiffres. Quelqu'un qui était arrivé depuis 2 mois, qu'elle était graciée, par exemple. 1 ou 2 personnes, au grand maximum. Franchement, ça ne touchait pas. Alors, pour la première fois, ça a touché vraiment, en tout cas mon expérience de 5 ans, hein, à mon avis, c'était beaucoup plus sous le poids du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Encore une fois, je n'ai pas envie de le mettre seulement sur l'impressionnante, enfin le côté impressionnant ou peut-être fort de ce mouvement. Je pense plus que ça, c'est le mea culpa de régime. Parce qu'il faut dire que pour la première fois, ils ont tiré sur la rue, sur les gens, sans défense, sans armes, des jeunes, entre, je ne sais pas, 15 et 25 ans. Il y a eu 600 personnes mortes. Donc, je crois que c'est franchement sous l'influence de ça, c'est ça qui a été le moteur de cette grâce et de changement par la suite. C'est pas seulement le mouvement en soi. Ils ont été impliqués dans une histoire très tragique, sans pouvoir contrôler. C'est ça le problème. Sans pouvoir contrôler, sans pouvoir véritablement, je ne dis pas qu'ils sont indemnes, hein, sans pouvoir toujours décider de ce qui s'est passé. Voilà, ça je pense que là, ils ont beaucoup de comptes à rendre à cette société de toute façon. Merci. Oh. Il n'y a eu qu'un seul homme. Hein. Vous avez vu, les filles, vous êtes merveilleuses, magnifiques. En plus, vous êtes en majorité, je ne comprends pas. Donc bonjour, ma question porterait justement sur la remarque que vous avez émise concernant les milieux scientifiques en France. Et ma question serait la suivante, est-ce que vous vous sentez véritablement préservé de toute censure en France ? Parce que en tant qu'étudiante qui voudrait moi-même faire de la recherche par la suite, j'ai un peu peur de l'avenir parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus un mouvement, on va dire, anti-intellectualiste qui se répand. Par exemple, au Japon, il y a certaines facultés qui ont décidé de fermer leur section en sciences sociales parce que les considéraient comme peu utiles. Et même en France, il y a par exemple le chercheur Pascal Boniface qui a fait l'objet de certaines menaces de mort parfois concernant les propos qu'il avait tenus sur la situation à Gaza. D'ailleurs, il faisait que de l'information en soi. Et oui, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ou est-ce que vous vous sentez véritablement protégé en France ? Si vous voulez, c'est ce que j'ai essayé un peu de dire, c'est une très bonne question. Non? Ce que j'ai essayé de dire, c'est que ne pensons pas que la limite à notre métier est réservée dans les pays non démocratiques. Vous avez dit Japon, la Russie, la Chine, la Turquie. Donc, franchement, ce n'est pas réservé ni à des pays musulmans, à des milieux intégristes musulmans, etc. Donc, vous mentionnez la France à juste titre. Mais bon, je crois que ce qui nous reste, c'est pas penser qu'il y a des limites, c'est d'être là et continuer et nous battre avec cette situation dans laquelle nous sommes. Évidemment, les clivages politiques aujourd'hui. Moi, je pense que je suis aussi victime du clivage politique en Iran. Victime parce qu'en fait, il y a des gens qui disent bon, on va renverser d'abord le régime, les lendemains qui chantent. Mais pour les chercheurs, c'est pas les lendemains ne vont jamais chanter s'ils ne chantent pas aujourd'hui. Nous sommes chercheurs aujourd'hui, nous serons demain. Donc il ne faut pas attendre
qu'on change un régime pour... Donc, du coup, la possibilité que nous avons en France, c'est pas dans l'attente, c'est dans notre métier. Et jusqu'à aujourd'hui, franchement, je crois qu'on a peut-être été marginalisé parce qu'on travaillait sur certains sujets, parce que je crois qu'on ne m'aurait jamais connu, c'est la rente de la prisonnière, on ne m'aurait jamais connu avant 2019. Ma rente de la prisonnière, c'est ça, on s'est intéressé à ce que j'écrivais sans être quelqu'un de brillante. Vraiment, j'estime toujours ne pas être la personne brillante. C'est cette solidarité avec mon parcours qui a ramené. Mais donc, se souder le coude, c'est ça, c'est donner la possibilité que les recherches qui n'ont pas le droit d'exister, de les soutenir, d'être là. C'est notre métier, en fait. Pour moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que si on commence de mettre de noms sur des terrains de crise, on finira jamais. Il ne faut pas faire des sujets de crise, de terrains de crise, à cause de clivage politique, ne pas céder devant ces clivages politiques. En fait, le problème Israël-Palestine, c'est un de nos problèmes aujourd'hui. C'est effectivement, ça limite notre champ d'intervention et d'action. Mais voilà, ce qui reste, c'est le combat. Et donc, j'aimerais dire que pour moi aussi, on parle beaucoup des prisonniers qui sont aujourd'hui dans des pays, genre des otages. On ne se rend pas compte que je continue de rester cet otage parce qu'on me demande de ne pas faire, c'est ce qui est mon métier, pour lequel je suis payée. Après tout, c'est mon rapport d'activité, c'est ça. Moi, j'utilise l'argent du contribuable, je suis censée de fournir. Après, mes interlocuteurs décident si c'est bon ou c'est mauvais, mais en attendant, moi, je dois travailler. On me demande voilà, c'est le lendemain qui chante, on me demande de travailler sur les sujets politiques, alors que ce n'est pas mon travail. Ce qui n'est pas mon travail. Voilà, c'est rester, voilà, c'est un champ de combat. Rester, se combattre en faisant le travail et essayer de trouver finalement des réseaux, parce que c'est comme ça. Moi, je pense qu'à aucun moment, finalement, dans le milieu de chercheurs, on a limité les sujets. Merci beaucoup. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez parlé des raisons qui font en sorte que la République islamique perdure encore aujourd'hui. Est-ce que donc, d'après vous, aussi peut-être grâce aux recherches que vous avez pu effectuer, la solution de la situation actuelle en Iran doit venir d'un mouvement du bas, donc vraiment de la base populaire, ou plutôt d'un mouvement du haut avec l'émergence d'une nouvelle figure pouvant révolutionner le contexte iranien, comme a pu le faire par exemple Khomeini en 1979. Oui, c'est très difficile. Bon, en chercheur, on ne pose pas le haut et le bas, peut-être. C'est vrai que vous avez entièrement raison. Ce que j'ai beaucoup travaillé, c'était les modes populaires d'action politique. Je mettais l'accent sur d'autres champs de recherche, évidemment, dans mon parcours. Mais le changement, je pense, il est aussi, c'est pour cela que je suis très proche à tous ces gens qui se battent politiquement sans faire la même chose. On peut voir les deux mouvements de façon complémentaire. Mais ce que je leur reproche à ce mouvement politique, c'est pas ce qu'ils font. C'est de sous-estimer d'autres formes d'intervention ou de pratique. Par exemple, quand ils mettent en avant ou ils s'acharnent un peu, enfin s'enthousiasment avec le mouvement Femmes et Liberté, encore une fois, avec je leur reconnais absolument leur légitimité, et ils sous-estiment la présence de cette femme théologienne qui s'est dévoilée et ça n'a donné absolument lieu à aucun mouvement ou de mobilisation, alors que finalement, elle a d'autres entrées. Elle peut, franchement, en étant à côté d'elle, on peut mobiliser d'autres couches de cette société qui resteraient très, très fermées sur lui-même et ensuite peut-être très méfiant. N'oublions pas que la société iranienne, ce n'est que 45 ans d'une république ou d'une révolution. Ça veut dire que les révolutionnaires sont encore aujourd'hui aux commandes. D'une certaine façon, une génération, ça c'est les sociologues iraniens qui disent, une génération ne fait jamais de révolution. Une génération ne fait qu'une seule révolution et reste obnubilée par ça, ou alors comme un lapin devant le bois. Il est peur, quoi. Ces crises, ces phobies en tout cas. On a des allergies qui se développent sur certains qui disent on a fait une fois, qu'est-ce que cela a donné?
Donc on a cette société avec son conformisme, avec ses peurs, avec ses tabous et tout le reste. Donc du coup, pour moi en tant que chercheur, moi quand je sauve 2 personnes, quand je dialogue avec 2 personnes, je suis aux anges. Mais les politiques, ils veulent, voilà, c'est l'éradication. On intervient, on change, on verra. Moi non. Si vous voulez, en chercheur, vous ne pouvez pas céder devant ce genre de schéma, ce genre d'image. C'est pas qu'on verra après, c'est maintenant. Ça veut dire, si on est sûr que ce régime doit être renversé, on doit être capable d'écouter les critiques devant l'alternative qui propose un changement. Si on n'écoute pas ces critiques ou des questions, on ne peut pas aller plus loin. Un régime est à renverser, d'accord. Pourquoi son alternative, comme c'est un peu chez les Russes, pourquoi son opposition, il aurait l'auréole de sainteté? Après tout, on est les enfants de ce même régime. Khomeini n'est pas une personne en soi, c'est une personne en contexte. Nous avons tous été élevés en contexte. C'est ce contexte, si on veut minimiser ou alors faire fi devant, on ne se rend pas compte, on remplace un totalitarisme par un autre, voilà. C'est un peu cette idée-là. Mais les deux mouvements, évidemment, moi, encore une fois, je m'oppose véritablement, je ne me suis jamais opposée à ce mouvement d'opposition. Contrairement à ce qu'on attribue aujourd'hui avec, franchement, il y a une pétition, sans doute beaucoup d'entre vous, on peut voir aussi ça, une pétition contre moi, comme quoi je détiens des propos absolument infâmes, que je travaille un peu pour la République islamique. Enfin, bon, je veux dire, ayant payé de ma vie et de ma liberté, de tout ça, pendant 4 ans et demi, je dois vous avouer, quelquefois, c'est un peu dur. Mais mon problème, c'est pas l'opposition. Je ne vais pas en faire une histoire de combat maintenant. C'est pas l'opposition, c'est leur incompréhension de ce qui peut être un métier, qui est le mien. C'est l'absence de respect. Ça veut dire, pour moi, c'est le revers de même pièce. On m'a critiqué en Iran avec la prison, on me critique ici, mais en attendant, il n'y a personne qui a envie de voir que la recherche, elle situe différemment ses objectifs. Alors c'est le respect de mes objectifs, parce que c'est mon métier après tout. Voilà. Merci. Plutôt faire des projets de sensibilisation pour justement la liberté scientifique. Merci. Disons la liberté scientifique, je continue avec des amis, encore une fois, en disant qu'on est vraiment très divisés, donc c'est un lourd fardeau et un travail un peu difficile, mais on continue. Maintenant, le retour. Écoutez, je suis sortie de l'Iran de façon légale et j'étais graciée, donc la fin de mon dossier juridique, d'une certaine façon. Et je ne me sentirai libre que si je reprends mon travail comme dans le passé. Ça veut dire que j'étais toujours entre Paris, Téhéran, Kaboul et le Golfe. C'était un peu ça ma vie. Et l'Irak, bien sûr. Et donc, je ne me sentirai libre, réintégré dans mon métier, que si je reprends un peu le même parcours, mon circuit. Et bien sûr, je vais retourner. Évidemment, simplement, je suis venue aussi beaucoup pour décharger mes amis qui ont beaucoup souffert de cette absence. Parce qu'une chose, c'est la gestion de mon emprisonnement. Une autre chose, c'est la gestion de ma vie matérielle en France. Je sais pas moi, les charges à payer tous les 3 mois, ces gens-là, ils ont fait tout ça pour moi. Mettre des mites dans mes habits pour qu'il n'y ait pas d'anti-mites dans mes habits pour qu'ils ne... C'était la gestion du matériel, c'était très lourd. Ces gens-là faisaient beaucoup plus que ce qui n'apparaissait sur l'écran. Béatrice Hibou, qui tenait la tête de mon comité de soutien, elle faisait beaucoup plus. Les appels au soir, on faisait du sport ensemble pour que je puisse rester un peu connecté d'une certaine façon à la vie. Donc, c'était beaucoup plus. Je suis venue les décharger pour mettre de l'ordre dans ma maison, parce que je suis absolument une personne très, franchement, sans ordre. C'est très anarchique dans ma façon de faire. Donc, mettre un peu de l'ordre, et évidemment, mon premier souhait, c'est de reprendre la vie où je me sentirais effectivement, enfin peut-être libre, si je ne reprends pas. Et avec un combat. Je reprends ma vie pour dire à tous les chercheurs, à tous les étudiants,
qu'on doit continuer avec l'Iran. Et c'est ça mon vote. Si j'échoue, voilà, vous allez savoir évidemment qu'il n'y a rien à faire avec l'Iran. Mais pour moi, c'est quand on commence à mettre comme ça des barrières, des terrains à crise, des sujets à crise, du monde à crise, une nation, là on finira jamais. On n'est plus dans la recherche, on ne sait plus où on est. Donc c'était ça, j'espère en tout cas. Alors, merci. Vous avez beaucoup parlé, et juste à l'instant encore, de la liberté scientifique, et c'est quelque chose qui légitimement vous tient à cœur. Pourtant, on voit depuis quelques temps de plus en plus un courant d'idées qui tend à un peu douter, être hostile aux sciences humaines et sociales et douter de leur utilité. On l'a vu en Argentine avec Milei qui a coupé beaucoup de fonds aux recherches universitaires. Elon Musk qui aux États-Unis se présente avec des idées assez similaires, et c'est un courant d'idées qui fait son chemin partout, et même ici en France, etc. Et alors, comment est-ce que ça vous fait réagir, ça, tout d'abord, et ensuite, comment est-ce que vous pensez qu'on peut agir contre cette oppression de la liberté scientifique, mais qui ne se fait pas, en fait, violemment, et qui, du coup, ne fait pas une grande réaction dans l'opinion publique, puisque c'est pas par l'emprisonnement, etc., c'est plus une sorte de lente asphyxie de la liberté scientifique. Alors, comment est-ce que vous pensez qu'on peut agir pour lutter contre ça ? Oui, non, c'est ce que j'ai essayé de dire avec ces deux sources d'information. En fait, c'est une qui n'est pas contrôlée comme Elon Musk, qui n'est pas contrôlée, l'autre qui est contrôlée par les États. Donc nous, après tout, il s'agit de 24 heures par jour, et donc le fait d'être noyé sous la masse d'informations, etc., nous aide absolument pas sur ce chemin. Et je n'aurai pas de réponse véritablement à vous donner, mais pour vous dire que c'est quelqu'un comme Didier Fassin ou Eric Fassin, je mélange toujours les deux, qui ont justement fait une critique de la place des intellectuels dans ce monde politique. Donc des critiques commencent à surgir, donc c'est vraiment, et il a été très marginalisé aussi, sa façon de voir, mais c'est cette vigilance, voilà, je n'ai rien à vous dire, c'est très préoccupant, parce qu'encore une fois, on a un outil de travail qu'on n'avait jamais. Les algorithmes, les réseaux sociaux, ça, on ne l'avait pas, et donc franchement, on est dans une situation tout à fait nouvelle, grave. Oui. Mais pas de réponse à votre question, désolée. Merci de nous accorder cet échange. Moi, j'ai Vie, liberté, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias français, mais même à l'international. Nous, en Turquie, par exemple, on en a beaucoup entendu parler. Je voulais savoir si vous pensez que dans la situation actuelle en Iran, il y a aussi d'autres espaces dans lesquels les femmes peuvent s'engager politiquement, peut-être de manière un peu plus organisée, sans pour autant que nous, on en entende parler à l'international. Est-ce qu'il y a d'autres espaces où les femmes peuvent s'exprimer malgré cette répression qui est très importante ? Oui. Très bien, merci. En fait, oui, c'est le mode populaire d'action politique, on ne le voit pas. Bon, par exemple, cette femme qui était une théologienne, qui s'est dévoilée, c'est un des cas. On pourrait dire que sur ce plan, on voit beaucoup de réunions religieuses, des gens qui ne se revendiquent pas de la République islamique, tout le contraire. D'une certaine façon, on peut lire l'histoire de la République islamique aussi différemment, de savoir qu'ils n'ont pas le monopole sur le religieux. C'est peut-être ce qui change beaucoup la situation iranienne, l'analyse politique de la situation iranienne. C'est pas comme le stalinisme qui avait le monopole sur l'expression du parti. La République islamique n'a pas le monopole, y compris du religieux, sur ce qui se réalise. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose sur laquelle j'ai un peu parlé, mais pas trop, par exemple le chant. Toute forme d'interdit de pouvoir devient un lieu de réaction de la société. Par exemple, les femmes ne chantaient pas véritablement beaucoup dans le passé, ça c'est... Mais à partir du moment où la République a montré son animosité devant la musique ou le chant féminin, vous ne pouvez pas vous imaginer. Dans tous les coins de la rue, vous avez eu des cours de musique et des cours de chant. Et surtout, maintenant en Iran, il y a des concerts
organisé par les femmes et pour les femmes. Vous pouvez dire c'est une discriminatoire, absolument. On peut rester sur notre opposition à ces lois, mais en même temps, on ne peut pas ignorer ces lieux qui se créent et sur lesquels les gens s'expriment. Et évidemment, c'est des modes d'opposition, donc on dit souvent par le bas. Alors maintenant, vous me posez une question un peu colle pour savoir d'autres situations. Je me suis intéressée un peu avant mon arrestation, mais j'ai laissé un peu tomber. C'était sur le moment de bonheur qu'on appelait en Iran. C'est des formes de tourisme qui se créent, le tourisme d'une journée. Je voulais travailler, on appelle, voilà, c'est la distraction d'une journée. Vous partez le matin, vous revenez le soir. En fait, ce qu'il faut voir, ce sont des bus organisés qui vont vous amener, soi-disant, de Téhéran au bord de la mer. En fait, tout ça se passe sur la route. C'est la route qui compte. Donc, vous mettez 50 jeunes, femmes, filles et garçons, des instruments de musique. Alors, ce n'est pas un bus. Je ne sais pas. J'allais dire Bataclan, mais c'est tellement triste qu'il ne fallait pas dire Bataclan. C'est presque un lieu où les gens viennent justement se rencontrer, se divertir et puis sortir un peu de cette chape de plomb à la fois familiale et étatique, si vous voulez. Donc sur ces choses-là, on pourrait vraiment beaucoup travailler sur ces modes d'ensemble, de vivre ensemble, que la jeunesse crée à tous les bouts de champ. Alors là, je vous ai dit juste, c'est plus de distraction. Vous partez le matin et ça ne coûte pas grand-chose. Hein, vraiment, ça, tout le monde peut. Et puis encore une fois, le départ est clair, l'arrivée n'a aucune importance. On peut descendre pour remonter dans le bus, parce que ce qui compte, c'est le bus. C'est là où on est ensemble, personne ne peut vous en vouloir de voyager. Il n'y a pas de garde qui est en mesure d'arrêter ce bus pour dire qui est qui. Personne ne peut poser ça. Donc évidemment, ils trouvent à tous les bouts de champ des choses comme ça. Bon, dans les cours, évidemment, de musique, toutes les choses... Voilà, c'est des moments d'expression de la jeunesse, des moments d'expression d'opposition, de résistance, etc. Et il y aura beaucoup à dire, mais c'est une colle qu'on me posait, parce que moi, j'ai 65 ans, finalement, j'ai fini. Je suis un peu sur la pente descendante, doucement, mais descente quand même. Et donc, voilà. Mais si vraiment les gens seraient intéressés, en parlant avec vous, peut-être il me viendra de trouver des lieux. Bien sûr, je ne suis pas en mesure, même pas l'autorisation. J'espère que Youssef ne va pas faire un rapport sur moi. Je ne suis pas censée de pousser les étudiants d'aller sur l'Iran, mais ô combien j'aurais voulu. Mais en même temps, je ne pousse personne. Mais si, effectivement, pour voir un peu les nouveaux champs d'analyse, les nouveaux fieldwork, comme on appelle ça, l'espace de travail, etc., oui, ça sera avec plaisir. Merci à vous. Bonsoir. Premièrement, merci beaucoup d'être ici. Ah oui. En fait, je voulais vous demander un peu plus sur votre routine à l'intérieur de la prison. Avant, vous avez parlé de compétition et de solidarité. Et en fait, je voulais savoir comment ces deux réalités coexistaient à l'intérieur de la prison. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, ce que je mettais en avant, c'est d'abord la diversité des gens sur place qui ne permettait pas, finalement, qui vous permettait de voir d'où venaient les tensions, si vous voulez. Entre la crevette et le repas de prison qu'on attend, forcément, on n'aime pas les co-détenus. Ensuite, il y avait, encore une fois, parce qu'on était des êtres très fragiles, dépendance à la justice, dépendance aux gardes, dépendance à la famille. On était des personnes pas du tout intègres. J'étais pas très fière de moi, quelquefois. J'étais exactement comme les autres, hein, dans ma façon de faire. On veut couper l'espace, on veut se distinguer des autres, on veut briller. Tout le monde, on est tous pareils. Moi, cette analyse, c'est pas sur les autres. Hein, c'est d'abord moi. D'abord, l'anthropologue n'analyse jamais rien sans se mettre dedans. On fait partie de son champ. Hein, tout ce que je dis sur les autres, c'est d'abord de moi que je suis en train de parler. Donc, l'absence d'autonomie ou peut-être l'intégrité de la personne est déjà la source de plein de problèmes qui se produisent sur cet espace. Alors, pour vous parler plus, en fait, si vous voulez, j'étais très préoccupée par ce lieu.
auquel je suis restée très attachée. Parce qu'en fait, j'y pense beaucoup. C'est un lieu qui m'a transformée complètement. C'est un rapport qui m'a transformée. Mais ce que je n'ai pas voulu qu'on fasse, et ce que je dis aujourd'hui, démystifier ce lieu. Ce lieu a aussi changé, comme toute la société iranienne. Les gardiens n'ont pas tenu ce lieu-là indépendamment des choses qui changent. Mais en même temps, j'ai envie de mettre devant la thèse de Michel Foucault, qui parle de comment la prison devient un lieu qui donne le là de contrôle de la société, en fait, de comment ce lieu interagit avec l'extérieur. Ça veut dire le mouvement Femmes, Vie, Liberté influence. Donc, les gens viennent à l'intérieur avec des projets. Ils ont des projets quand ils viennent dedans, et ils font la valise bien faite. On attend pour aller en prison, ça, parce qu'on est prévenu avant, et donc on va avec des projets. Il y a quelqu'un qui est venu avec 7 volumes de Proust. Elle voulait lire enfin Proust en prison. Je veux dire, c'est un projet où Les Déshérités de Victor Hugo, 2 volumes, il fallait le lire, il faut mettre du temps. Il y a des gens qui viennent avec ce genre de projet intellectuel. Voilà, on est arrêté, on va enterrer son chagrin, et en tout cas, on va lire. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres qui viennent avec d'autres projets, faire des études. Ça veut dire des gens qui ont des problèmes de faire des études dans leur famille, à cause, non pas de l'interdiction, mais ils ont autre chose à fouetter, par la pauvreté, par la nécessité, etc. Donc la prison, la même geôlière, ramène la prisonnière pour accès à l'Internet, inscription, accès à des documentations, etc. Donc pour faire un travail scientifique de ce lieu, il ne suffit pas d'écouter des versions ou des récits tragiques de lieu. Il faut pouvoir articuler ce récit tragique avec les gens qui ont en main le contrôle de ces lieux et qui modifient ce projet pour pouvoir répondre à des choses, pour pouvoir correspondre à des choses. C'est ça mon véritable souci à le faire. Comment articuler ce récit tragique de ce lieu, parce qu'on est finalement privé de tout, non, privé de notre liberté, de notre travail, de notre famille, etc. Mais en même temps, on ne peut pas regarder ça seulement en soi, ça veut dire un lieu tragique, sans cette articulation. D'une certaine façon, je dirais que si on peut vraiment travailler sur ce lieu, c'est cette interaction désormais, aller plus loin, dire ça quand on s'appelle Fariba Delkhas, c'est très moche, aller plus loin que Michel Foucault, j'allais dire, c'est mauvais. Non, voir d'autres aspects, ça veut dire comment l'extérieur interagit avec la vie de l'intérieur de prison. Et finalement, toute cette forme, l'institution carcérale prend un sens qu'une fois que vous mettez ces 2 moments côte à côte et que vous essayez de l'analyser. Voilà. Donc ça vous donne énormément de situations. Et puis une dernière chose, voilà ce que j'allais dire. Par exemple, ce lieu, c'est vraiment mon énigme. Le nombre de filles loges, si vraiment les gens ne connaissent pas en Iran les loges, c'est une ethnie qui était entre hivernage, estival, enfin c'est le mode de voyage interne au pays. Les ethnies, quoi. Mode ethnique de voyage. Et que soudain, on les trouve en nombre très important en prison. Et je me pose la question, ils sont absolument minoritaires dans la société iranienne. Comment ça se fait qu'ils sont majoritaires en prison? Donc les filles LOL, voilà, si jamais vous avez envie de parler des LOL en Iran, voilà, c'est un très beau sujet. J'étais très surprise moi-même de les retrouver en nombre important dans l'institution carcérale. Pardon, c'est un peu à limiter, mais enfin j'ai pris des petits morceaux pour... Merci beaucoup. Déjà, je voulais vous remercier pour votre intervention. Je suis très contente de vous rencontrer. J'avais une question pour moi qui touchait plus à la jeunesse iranienne. En fait, les seuls échos que j'ai globalement de la société iranienne viennent d'une partie de ma famille. Et on m'a expliqué que même si le mouvement Femmes, Vie, Liberté, comme vous l'avez dit, était quand même très décousu, très déconstruit et ne pouvait pas être porteur d'un projet politique plutôt stable, il y avait quand même certaines jeunes filles qui se dévoilent même dans des villes très religieuses, comme vous l'avez dit, à Mashhad ou à Rome. Et je voulais savoir, est-ce que la jeunesse iranienne est porteuse d'un projet, enfin quel est son état d'esprit en fait? Est-ce qu'elle est porteuse d'un projet qui va continuer le projet des gardiens de la Révolution commencé il y a 45 ans, une fois que cette génération qui a fait la Révolution de 79 va s'éteindre, ou est-ce qu'elle peut être porteuse d'un projet politique nouveau
quand en fait il va y avoir ce remplacement générationnel qui va se faire, est-ce qu'elle est plutôt progressiste, parce qu'elle l'est sous certains égards, mais est-ce qu'en fait il y a certaines parties de cette jeunesse qui l'est beaucoup moins? Merci beaucoup. Alors là, c'est un peu pour moi difficile, mais bon, je vous donne un peu mon approche, ma vision de cette chose-là. Pour moi, on est tous un peu les enfants de la République islamique. On lui ressemble beaucoup, sur bien des aspects. Ne serait-ce que par cet autoritarisme aujourd'hui qui s'exerce un peu contre moi, parce que je fais mon travail de façon libre. Pour moi, on est dans la République islamique. Quand je regarde les films, je me trouve à la fois dans le monde, mais aussi dans un Iran ancestral, avec les films que vous êtes habitués d'aller voir. Par exemple, cette histoire de Le figuier sauvage, ou le film Mon gâteau favori, ou je ne sais pas, vous êtes habitués au cinéma iranien ou pas, je n'en sais rien. Quand vous allez les retrouver, donc vous retrouvez tout à fait vous retrouvez la société iranienne identique à elle-même, avec les mêmes soucis, les mêmes fiertés de 2500 ans d'histoire, etc. Nationalisme acharné, etc. qui m'effraie, parce que ce nationalisme acharné, aujourd'hui, ça va contre les Afghans. L'immigration la seule immigration qui a ouvert la porte de ce pays à d'autres peuples que les Iraniens, vit une vie très très mal. Elles sont absolument xénophobes. L'opposition, je parle, que le régime le soit, on n'est peut-être pas étonné, très xénophobe. Voilà, j'ai envie de dire qu'on ressemble beaucoup à la République islamique. D'une certaine façon, le projet du khomenisme n'est pas le projet de la République islamique. Il est aussi le projet de cette société. Je veux dire qu'il y a du khoménisme dans la République islamique, mais il y a plus que le khoménisme. Et d'une certaine façon, le khoménisme comme projet islamique n'est pas réservé au monopole de l'Iran, d'une certaine façon, j'ai envie de dire. Donc c'est difficile, c'est dur de dire ça aux Iraniens, que sur bien des plans on ressemble à des gens qu'on combat, devant lesquels on résiste. Mais c'est une vérité. Mais par contre, il y a là où peut-être je pourrais vous donner des choses un peu plus tangibles, c'est la question de la religion ou la question de la famille. Vivre ensemble est devenu un mot d'ordre de la jeunesse. On veut vivre ensemble avec son amour tranquillement, sans casse-tête. C'est vrai. Je crois qu'on a été pareil en France. On a voulu vivre ensemble avant que la famille décide de nous mettre ensemble par le biais de mariage ou de sacralité d'institutions matrimoniales. En France, on a poussé les gens à se marier par le biais des impôts. Ça veut dire, quand on était marié, on payait moins d'impôts. Donc les gens sont revenus à l'institution familiale d'une autre façon, par un autre biais. Mais en Iran, il faut laisser le temps au temps pour que ça se passe. Il y a ce qu'on appelle mariage blanc, de plus en plus. Le mariage blanc qui est plus ou moins reconnu de tout le monde. Donc, que la société souffre soudain sur ce genre d'options était déjà très intéressant, je trouve. Donc, ce qu'on appelle mariage blanc, ça veut dire mariage non enregistré, en fait. C'est des gens qui sont ensemble. Mais chacun vit chez ses parents. Donc, ils ne sont pas sur le même toit parce que tout simplement, il y a une situation économique qui ne se présente pas. Bon, ça, c'est sur la situation matrimoniale. Et du coup, désormais, je crois qu'on n'en fait pas un cas important de la virginité qui était effectivement très, très traditionnellement comme une condamnation pour les filles, d'une certaine façon. Donc, on voit de plus en plus des acteurs de cinéma qui se marient après un mariage et tout ça. On a des célébrités en Iran. Donc, Madame Antel était avec Monsieur Antel, mais aujourd'hui avec Monsieur... Et ça paraît normal. Donc, de se refaire une autre forme de se recréer une famille par le biais d'autres relations, ça commence à devenir un peu dans les normes. Donc, ça, c'est le premier changement. Et le deuxième, je parlerai de la religion. C'est vrai que l'opposition iranienne est contre la religion. Il ne sait pas que finalement, en faisant ça, il est en train de se couper d'une bonne partie de son soutien dans la société iranienne, qui, tout en étant religieux, ne sont pas accordés à la République islamique. Donc, ça brise finalement, je dirais, la solidarité. Mais en même temps,
la religion n'a jamais été le fait de la jeunesse. La religion, c'est le fait des gens rentrés dans l'âge, installés dans la famille. La religion, c'est pas seulement la sacralité de sacro-saint des mariages. C'est des modes culturels de gestion, d'éducation, de contrôle, etc. C'est beaucoup plus ça que d'autres choses. Donc on voit bien des jeunes qui sortent tous les soirs, etc. Une fois installés en famille, ils s'arrêtent. Mais une fois avoir des enfants, ils ont envie de découvrir d'autres gens qui leur permettent aussi de pouvoir contrôler un peu l'institution, un peu leur foyer d'une certaine façon. Donc, ne pas réduire peut-être la religion à ce qui est le dogme, mais beaucoup plus à un rapport culturel, un lieu de rencontre, de sociabilité. C'est ce que nous pouvons, en laïque, nous nous interdisons de penser la religion autre chose que le dogme. Un peu, on a tous envie de voir derrière la religion la tête de l'imam Khomeini qu'on déteste. Bon, très bien. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut régler le sort de la religion comme ça? C'est ça, je crois. Sur les deux points, sans vous avoir répondu correctement jusqu'au bout, mais c'est ça qui m'a... Merci. C'est moi. On peut encore prendre quelques questions. Malheureusement, nous ne pourrons pas aller au-delà de 15h15, donc il nous reste 10 minutes. Mais voilà, on peut encore prendre quelques questions pendant 10 minutes. Bonjour, merci beaucoup d'interagir avec nous aussi longtemps. Moi, j'ai une question qui... Je suis là. Ah oui, voilà. Moi, j'ai une question qui est liée au milieu universitaire iranien. Vous nous avez expliqué à quel point c'était important cette mobilisation des chercheurs autour de vous, de vos collègues à Sciences Po. Quant à l'Iran, vous nous avez dit qu'il ne fallait pas non plus qu'on tombe dans cette image un petit peu facile et préconçue de l'ère du radicalisme. Alors je voulais savoir, est-ce que vos homologues iraniens se sont soulevés? Est-ce qu'il y a eu un investissement de leur côté aussi? Ou est-ce qu'il existe en Iran encore une sorte d'omerta vis-à-vis de la liberté scientifique? Merci. J'ai comme impression que vous me connaissez. Parce que la première chose que j'ai dit, c'est un peu mon amertume. Vous savez qu'il n'y a pas eu une seule personne en Iran, pas une seule personne, qui s'est mobilisée pour la cause de la liberté scientifique au moment de mon arrestation. Or, pendant 30 ans, j'ai entretenu des relations avec des universitaires, avec des centres de recherche, avec des collègues, avec tout ce que vous voulez. Franchement, c'est mon seul amertume. Et vous me rappelez ça, merci beaucoup. Non, les Iraniens. Bon, on peut penser que les Iraniens, ils ont eu, bon, on dit l'autoritarisme, donc voilà, ils n'ont pas à avoir à subir le même sort que moi, ça tout à fait. Mais moi, je ne demandais pas à soutenir Fariba. Fariba, on s'en fout d'abord. D'ailleurs, personne ne défendait Fariba, on défendait la cause de la liberté scientifique. Bon, accessoirement, on parlait de moi parce que mes collègues étaient gentils et sympathiques. Mais je ne demandais pas aux Iraniens de me soutenir moi, mais de défendre mon université, parce qu'ils étaient souvent invités par Sciences Po, quelquefois pour 6 mois, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient nourris, blanchis pendant qu'on organisait des colloques, etc., et qu'ils connaissaient absolument le série, et ils savaient qu'un chercheur en Occident n'est pas du tout différent, ne fait pas du tout de façon différente qu'un chercheur en Iran. Donc, voilà. Là, je reviens à la question précédente sur les enfants de la République islamique. Là, vraiment, c'est parce qu'on est dans la recherche, on doit se poser la question, alors qu'est-ce qui vous a appris cette recherche? Parce que je ne demanderai pas à ma famille de me soutenir, mais à mes collègues, si beaucoup. C'est me soutenir pour dire qu'elle n'a pas fait des erreurs ou qu'elle n'est pas... Effectivement, je veux dire qu'elle n'est pas espionne, d'accord, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mais soutenir en un mouvement pour soutenir l'université, la recherche, les échanges, les interactions, ça, non, je n'ai pas trouvé parmi mes collègues. Et là, je vais ajouter ça à votre question. On est des enfants de cette même République. On est très conformistes. On est peureux, bon, bien sûr, c'est le prix à payer. Hein. Si ça a tenu pendant 45 ans, il y a beaucoup plus que la République islamique, de toute façon. Et on tient aussi, les Iraniens disent très souvent, l'image de la Syrie, l'image de la Libye ou l'Irak. Qui ne préfère pas l'Irak de Saddam Hussein à l'Irak d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Qui ne préfère pas l'image d'Assad à la Syrie d'aujourd'hui? C'est ça le problème. Peut-être ne pas... Quand je dis que les révolutionnaires sont aux commandes, c'est ne pas retomber dans la situation dans laquelle tout devient sans contrôle, hors contrôle, et donc leur échappe. C'est cette peur aujourd'hui qui s'est créée, qui fait que, oui, je dis, ils se ressemblent beaucoup à leur régime. Oui.
Merci. Bon, peut-être que ce sera une des dernières questions du coup. Oui, je vous en prie. Ça rejoint un peu une question qui a été posée précédemment concernant le mouvement Femmes, Vie, Liberté. On vous a posé la question sur l'aspect familial, l'aspect religieux. Vous êtes aussi ethnologue, anthropologue. Ma question, c'était plutôt sur le côté aussi ethnique et social de ce mouvement. On a vu beaucoup dans les médias français, européens et même à l'international ce mouvement comme si c'était toute la population iranienne, toutes les femmes de l'Iran qui se mettaient dans la rue. Et de l'autre côté, en ayant fait un petit peu de recherche, et puis surtout, dès le départ, la mort de Mahsa Amini, on a vu aussi que c'était par exemple le groupe kurde qui était très mobilisé là-dedans aussi. Donc est-ce qu'il y a un aspect ethnique ou un aspect minorité, un aspect pour la question kurde, il y a l'Irak à côté, etc. Est-ce que ça joue aussi? Et du coup, est-ce que de l'autre côté, par exemple, le groupe persan ou d'autres, Baloutch par exemple, sont plus religieux et soutiennent peut-être plus le régime que les Kurdes? Bref, est-ce qu'il y a quelque chose d'ethnique là-dedans? Mais je vois que vous connaissez bien la société. En fait, ce qui est, on peut dire, ethnique, c'est les jeunes, la présence des jeunes. Mais ça se limite quand même beaucoup d'abord à des grandes villes. Encore pas toutes les grandes villes, hein. C'était le mouvement de Téhéran en fait. Et encore à certains quartiers, donc les gens qui ont les moyens. Et ça, peut-être que les gens qui n'avaient pas les moyens étaient dedans hein, dans un premier temps. Et je les ai vus très vite un peu éliminés par l'évolution de ce même mouvement qui s'est cantonné dans des quartiers avec des formes d'existence qui étaient très différentes. Donc, un peu tout était dans le paraître, en fait. Mais aussi l'apport de cette société qui fait qu'au finalement, on ne veut pas que ce mouvement soit récupéré par un mouvement politique extérieur hors les frontières. Les gens sont très réticents devant ça, dès que le mouvement est repris par l'opposition installée à l'étranger. Donc ça, maintenant, de l'ethnique, je dirais que les jeunes, et les jeunes qui n'ont rien à perdre, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore ni dans les familles, ni en travail, ne gagnent rien. Donc c'est aussi la fragilité de ce mouvement. Mais par ailleurs, c'est aussi son charme. C'est des jeunes qui n'ont rien à perdre et attendez, agir devant ce pouvoir pour dire vous ne pouvez pas faire de notre corps, pardonnez-moi, un terrain politique, ça c'est quand même bravo, quoi. C'est très fort. Et n'avoir rien à perdre, ça suffit pas. Ça veut dire qu'il y a une autre force derrière ça, qui n'ont pas de solidarité entre eux, et qui n'expriment pas de solidarité entre elles, d'accord. Mais en même temps, voilà, taper sur la table en disant ça basta, après 45 ans, on a envie de disposer de son corps, sa voix, comme on a envie, fini les discriminations, même si elles les gagnent un peu par étape, encore une fois, tactique disséminée. Je dirais, s'il y a quelque chose d'ethnique, c'est ces jeunes-là, un peu le ras-le-bol. À certains moments, ça me fait beaucoup penser au mouvement 68 en Occident, à Paris, excusez-moi, en France plutôt. Bon, ça y est, c'est la fin de la discussion. En France, je commence à bégayer devant moi. En France, ça veut dire contre certaines traditions. Et là, cette tradition, c'est aussi tradition de pouvoir. Donc, on peut penser à ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller plus loin? C'est ça tout le problème. Parce que quand on est aussi dépendant aux autres pour arriver, c'est ça. Et puis, encore une fois, le caractère totalitaire du gouvernement iranien, est-ce qu'il va céder sur beaucoup de points, comme il a cédé sur le voile dans bien des quartiers, dans bien des milieux? Si vous voulez, la République islamique, c'est une république, comme on peut dire, censitaire. Ça veut dire que l'islam est absolument indispensable. Si vous n'êtes pas musulman, vous n'avez pas accès au travail, vous n'avez pas accès aux ressources, vous n'avez pas accès des concessions, etc. Donc, est-ce que cette société peut aller beaucoup loin en ayant toutes ses limites? La rente pétrolière, c'est dans la main de l'État. Donc, est-ce qu'on peut, dans le privé, arriver à se nourrir, tout simplement ça, c'est le véritable problème. Alors, pour le Baloutch et les Kurdes, je crois que vous les connaissez. Donc, en sunnite, c'est étonnant. Moi, l'anniversaire du mouvement Femmes et Liberté, je suis allée dans le milieu de Kurdistan en étant sûre qu'il y a quelque chose là-bas. Et j'ai trouvé un peu l'expression du clergé sunnite, parce que le Kurdistan, c'est la majorité sunnite, qui était très opposé à ce mouvement parce qu'il ne voulait pas que le mouvement Femmes et Liberté soit un mouvement contre le voile. Parce qu'en plus que ça soit au nom, avec le symbole d'une kurde, là, c'était franchement.
Ensuite, finalement, les gens étaient beaucoup plus obsédés par un peu la contrebande avec l'autre côté. Ce que j'ai trouvé comme monde, c'était monde de contrebande, c'est la survie économique plus que tout le reste. On ne peut pas leur en vouloir, non? Donc c'est ce que j'attendais de voir, je ne l'ai pas vu en Kurdistan. Les Baloutches depuis le début, mais ils ont été ils ont pris si on prend le mouvement Femmes et Liberté, mouvement contre le voile ou la discrimination, ça ne marche pas. Mais si on le prend mouvement contre la discrimination économique et sociale, ethnique, comme vous dites, là c'est autre chose. Et il y a eu pas mal de mobilisation, mais ça ne se retrouvait pas dans le même thème que le mouvement Femmes et Liberté à Téhéran. Donc en ceci on peut dire que cette division n'aide non plus le mouvement, parce que les gens n'ont pas envie qu'il soit réduit à ce qui est question femme, le corps féminin ou question de discrimination. Ils ont envie des problèmes de cette société, en fait, la crise économique qui fait que personne ne tient. C'est plutôt ça. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu à notre rencontre. Vraiment. Vous m'avez vraiment beaucoup touché. Merci beaucoup pour vos questions. C'était magnifique. Merci. J'attendais que vous me punissiez avec tout ce que vous entendez autour de moi. J'ai dit, bon, ça y est, ils vont tous me faire un peu passer au jugement. Et non, c'est pas venu. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Sciences Po.